Pensez-vous que les gouvernements africains et les États-Unis ont en fait un avenir d'alliance qui pourrait pousser vers davantage de postes d'emploi? Que peut-on faire pour faire avancer ce programme? Merci. Je l'ai dit en quelques mots, je crois que le continent africain, c'est un peu en partie l'avenir de ce monde. On dit que ce siècle appartient à l'Afrique. Et à regarder de près, tous les analystes et tous les observateurs s'accordent à dire qu'avec les mesures prises par les dirigeants africains et les indices de croissance qui sont remarqués, avec le potentiel actuel de l'Afrique, j'ai parlé de richesse du sol, du sous-sol, mais j'ai parlé aussi des hommes. Les analystes disent qu'en 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. Nous pensons que c'est le continent de l'avenir et une grande puissance comme l'Amérique a sa place dans ce vaste mouvement qui va s'opérer en Afrique. C'est ma conviction. Récemment, la République du Congo a servi comme médiateur parmi les parties opposantes dans le conflit en République centrafricaine. Où en sommes-nous et que pensez-vous faut-il faire encore pour couper court à la violence? Nous pensons qu'après 3 jours de discussion à Brazzaville avec toutes les parties, elles ont convenu de signer un accord pour la cessation des hostilités. Nous pensons qu'il fallait commencer par là. Aujourd'hui, nous croyons que tous les amis de la République centrafricaine devraient s'appuyer sur ces décisions et aider les Centrafricains à respecter ces décisions. Ceci pourrait permettre l'organisation de l'État, parce que l'État centrafricain est très affaibli. Ceci pourrait permettre la circulation des personnes, des biens en toute sécurité à l'intérieur de la République centrafricaine. Ceci pourrait permettre aux ONG et autres organisations d'aller au secours des populations déplacées à l'intérieur du pays, même dans les pays voisins. Et surtout, ceci devrait amener les populations qui étaient en conflit sur des bases confessionnelles de se retrouver ensemble comme dans le passé, parce que avant ce conflit, les musulmans, les chrétiens et autres animistes vivaient en paix et en parfaite entente dans le pays. Et on pense que sans la cessation des hostilités, des violences, il serait difficile même d'aller vers l'organisation d'élections en République centrafricaine. Nous pensons qu'à partir de la décision de Brazzaville, les discussions devraient se poursuivre à l'intérieur du pays, préfecture par préfecture, pour des efforts de réconciliation. Et ensuite, on organiserait à Bangui même un grand forum de réconciliation nationale avec la participation de tous. Et j'invite tous les amis de la République centrafricaine à aider les Centrafricains à développer cette logique de paix et de réconciliation qui a donné quelques signes d'espoir à Brazzaville. Merci, Excellence.
Je passe maintenant à une question qui est à la une des journaux du monde entier. Je parle de l'Ebola. Il paraîtrait que c'est quasiment inévitable que cet énorme défi se répandra. Que pensez-vous faire pour faire face à ce défi dans la République du Congo si jamais vous devez y faire face? Mais, il nous est déjà arrivé de faire face à 2 reprises à l'épidémie d'Ebola chez nous. Et je crois que lorsqu'une telle épidémie éclate, il faut prendre les mesures les plus fortes de sécurisation de la zone touchée pour empêcher tout développement de l'épidémie vers d'autres zones du pays même ou même vers d'autres États. Nous avons à 2 reprises eu une situation du genre à notre frontière avec le Gabon. Mais à 2 reprises, nous avions pris des mesures les plus draconiennes et la zone a été isolée et les malades ont été traités et l'épidémie éradiquée. Tout à l'heure, avant de venir ici, j'avais mon ami le président Alpha Condé au téléphone. Je prenais des nouvelles parce qu'ils sont en réunion en ce moment à Conakry. Je crois que le président de Côte d'Ivoire, de Libéria, de Sierra Leone et de Guinée à Conakry, je crois qu'ils sont en train d'envisager des mesures très fortes pour endiguer cette épidémie. Je crois que toute la communauté internationale devrait aider ces pays à limiter la propension de telle épidémie. Permettez-moi maintenant, Votre Excellence, parler des affaires internes du Congo, qui a connu, nous le savons, des taux de croissance importants. Et nous savons à quel point les rapports économiques sont positifs. Que pensez-vous faire pour améliorer encore le bien-être social, économique et en matière d'éducation de vos citoyens? Merci. Bon, je dois dire que en matière d'éducation, notre pays a toujours été, en ce qui concerne le taux de scolarisation, parmi les éléments du peloton de tête. Il nous est arrivé même de frôler le taux de scolarisation de 100%, en ce sens que dans notre pays, et les enfants en âge d'aller à l'école, où qu'ils se trouvent, vont à l'école. Et l'enseignement officiel est gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc l'État donne une instruction gratuite aux enfants de 6 à 16 ans. Et sans exagérer, je pense que quand on regarde la situation de notre budget, on peut considérer que près du quart de notre budget va à l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer ce système parce que le taux de scolarisation 100%, oui, mais on a senti comme une certaine baisse des niveaux. Et nous sommes en train d'investir dans la formation des formateurs, dans l'amélioration des infrastructures. Nous construisons aujourd'hui des lycées dans tous les départements, y compris des lycées d'excellence. Et nous sommes en train de construire une très grande université de plus à Brazzaville. Notre pays a toujours accordé une très grande importance au secteur de l'éducation.
Que faites-vous pour améliorer le secteur privé en République du Congo pour qu'il dépende moins de l'Ouest et qu'il puisse s'assurer ses propres forces et dépendre davantage de lui-même? Merci. Bon, d'abord, le gouvernement est en train de prendre des mesures importantes pour améliorer le climat des affaires. C'est une dimension importante, améliorer le climat des affaires, moins de bureaucratie. Le ministre des Finances est là et il reçoit toujours mes instructions pour être très regardant sur la multiplication de taxes et les formalités pour la création des entreprises. Nous avons avec nous la ministre qui est chargée des petites et moyennes entreprises. Nous prenons en ce moment des mesures importantes pour aider à la création des petites et moyennes entreprises, faciliter les formalités de création d'entreprises, établir les guichets uniques au niveau des douanes et surtout, le gouvernement est en train de créer un fonds de garantie pour aider les entreprises, les petites et moyennes entreprises du secteur privé à se créer, à se développer. Ce fonds de garantie devrait permettre aux jeunes, surtout aux jeunes qui ont envie de créer une affaire, de bénéficier d'un crédit au niveau des banques sous la garantie de ce fonds créé par le gouvernement. Quant aux partenaires extérieurs, les frontières du Congo sont ouvertes. Nous observons ces derniers temps que de nombreux partenaires viennent d'un peu partout et viennent même d'Australie, et viennent d'Asie, d'Europe et d'Amérique et interviennent dans plusieurs secteurs de notre économie. Et nous favorisons cela pour qu'il y ait le développement de la petite et moyenne entreprise, mais qu'il y ait aussi le développement des grandes entreprises dans le secteur du pétrole, des minerais de fer, de potasse, de phosphate, etc., qui existent dans notre pays. Et nous-mêmes, au niveau du gouvernement, avons donné l'orientation pour les 15 prochaines années. Un effort important sera mis dans l'industrialisation et la modernisation du pays. L'industrialisation qui devrait s'appuyer sur le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Excellence, vous faites face aux rigueurs du gouvernement depuis un bon moment. Il y a des limites constitutionnelles à vos mandats et nous avons entendu que votre mandat prendra fin en 2016. Il est question d'une éventuelle réforme constitutionnelle qui vous permettrait d'obtenir un troisième mandat. Nous voudrions savoir si vous serez intéressé éventuellement à ce troisième mandat. N'oubliez pas que nous, aux États-Unis, nous sommes à la veille de nos propres élections et il y a beaucoup qui s'occupent et se préoccupent de votre propre exemple en ce sens. Bien. Sur cette question constitutionnelle, les discussions se déroulent dans mon pays. Ce n'est pas un secret. Et un peu partout, le peuple se pose la question de savoir s'il devrait modifier la Constitution ou pas. Pas tellement à cause de moi, mais surtout parce que la Constitution actuelle a certainement ses propres limites. Ce n'est pas pour que le président prenne de nouveaux mandats. Ce n'est pas la question fondamentale.
c'est la question de la Constitution elle-même qui a certainement quelques limites, mais le débat se déroule dans le peuple. Et si elle devrait modifier cette Constitution, il faut que ce soit le peuple lui-même qui le veuille et que cela passe même par un référendum. Et ainsi, ce sera le peuple qui se sera prononcé, et non pas pour satisfaire la volonté d'un homme qui veut rester, mais pour préparer ses propres institutions pour l'avenir. Donc cette question est ouverte, et tant que le peuple ne s'est pas définitivement prononcé, eh bien, je laisse le débat se développer dans le pays et jusqu'à la conclusion. Merci. Thank you. Merci. Dans mes propos liminaires, Excellence, j'avais évoqué les efforts que vous entreprenez, vous et votre gouvernement, envers la protection des droits de l'homme. Certains, Amnesty International, Freedom House, persistent à dire qu'il y a quand même certaines limites à la liberté de se rassembler et à divers autres éléments qui ont trait aux libertés des droits de l'homme. Je voudrais vous demander ce que vous entendez faire pour étayer ces libertés dans vos pays et les faire avancer. Elles existent. Je vous parlais tout à l'heure de pays en Afrique qui ont plusieurs partis. Je crois que dans le cas du Congo, pour 4 millions d'habitants, nous sommes 4 millions d'habitants, je crois, le Congo compte peut-être près de 150 partis politiques. Bon, et ces partis sont légalisés, oui, ils sont légalisés, ils mènent leurs activités. Et les syndicats sont organisés dans le pays, ils mènent librement leurs activités. Et bien, la presse, voilà, la presse, puisque nous sommes dans un haut lieu de la presse, je pense qu'il n'y a pas presse plus libre qu'au Congo, puisque même une loi initiée par le gouvernement, votée par le Parlement, protège les journalistes, en ce sens qu'au Congo, aucun journaliste ne peut être arrêté, mis en prison pour un délit d'opinion dans la presse. Et ces libertés sont protégées au Congo par la loi. Et donc, si dans un pays, près de 150 partis politiques mènent leurs activités librement, que je sache, il n'y a pas dans mon pays un prisonnier pour délit d'opinion. Il n'en existe pas. Les syndicats mènent librement leurs activités, les ONG, la presse. Je ne vois pas comment on pourrait dire que je crois qu'il y a abondance de liberté dans ce cas-là. Je pensais qu'il était important de poser la question et je suis ravi de votre réponse excellente, détaillée. Nous sommes, hélas, quasiment à la fin du temps imparti, mais avant cela, nous avons quelques questions d'attendance à évoquer. Tout d'abord, je voudrais vous dire brièvement qui nous avons devant nous. Son Excellence Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud, sera présent lundi. Ça marquera la 20e année, le 20e anniversaire de la présence de Nelson Mandela dans cette même salle. Et nous serons également graciés par, et nous sommes également là, graciés par la présence de son Excellence l'ambassadeur Ibrahim Rassoul de l'Afrique du Sud. Le 17 septembre, Kanki Stamp, le PDG de la Wells Fargo, sera avec nous, et Mary Harlow, le 19 septembre, présidente de la CBS, sera
sera avec nous également. Et nous avons Jerry Remsky et Dana Lamlock qui géreront ce programme-là pour le restant de l'année. Mais maintenant, Excellence, je voudrais vous présenter notre tasse d'honneur, la tasse d'honneur du National Press Club. Vous aurez peut-être d'autres tasses, mais pas plus spéciales que celle-ci pour votre café le matin, Excellence. J'espère que vous en conviendrez. Pour la petite photo. Et quelques journalistes qui ira interviewer le président chez lui, qui viennent me dire s'il n'a pas la tasse à côté. Je prendrai désormais monter dans cette tasse-là. Désormais. Merci beaucoup. Merci d'être à la nôtre ce soir. Il y a quelques heures, vous avez suivi sur nos antennes, sur d'autres chaînes, le président de la République qui est en séjour à Washington, abordé par nos confrères américains, nos frères internationaux, sur la question qui fait couler tant d'encre et de salive dans notre pays, la Constitution. D'aucuns pensent à la modification, d'aucuns parlent du changement, et même le président a eu à dire le débat en cours dans notre pays aujourd'hui n'est plus au stade de la modification, mais c'est du changement pour le renforcement de nos institutions. Et nous avons le bonheur d'avoir le secrétaire général du Parti congolais du travail, le parti majoritaire en République du Congo, avec nous en face, monsieur le secrétaire général. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir chez vous. On voudrait savoir, vous avez suivi le président de la République, est-ce que vous sentez une évolution dans le propos du président de la République? Merci. Nous avons suivi comme d'autres compatriotes, le président de la République depuis les États-Unis. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer le camarade président et lui dire notre soutien, le soutien des membres et sympathisants du Parti congolais du travail, le soutien de la direction du parti. Nous sommes au niveau du Parti congolais du travail très heureux parce que vous avez suivi le président et tout au long de la déclaration du camarade président, il a porté confirmation de ce que nous avons dit jusque-là. Le président a dit qu'il est aujourd'hui en train de se développer un débat populaire. Nous avons de tout temps dit que la question de la Constitution n'est pas un tabou. C'est une question sur laquelle la liberté doit être reconnue à chaque citoyen de s'exprimer. Et on sent aujourd'hui que les citoyens de plus en plus s'expriment, exprimant, traduisant leur diversité. C'est le débat populaire. Et qu'évoque le président de la République. Il dit ce débat qui a lieu évolue. La solution, c'est quoi? La solution, c'est demain le souverain primaire qui doit trancher. Et s'il doit trancher, eh bien, la seule façon de trancher sur une question si importante, c'est le référendum constitutionnel. Et le référendum constitutionnel veut dire la possibilité donnée à chaque tendance de développer l'argumentaire par rapport à sa vision pour que le peuple, le jour J, se détermine. Est-ce dire que le Parti congolais du travail est allié, puisque vous êtes aussi président par intérim de la majorité présidentielle, votre groupement politique est prêt pour un référendum populaire sur la question? Ben, nous avons dit le débat est libre et le peuple tranchera.
Ça veut dire que si on doit aller au référendum demain, le Parti congolais du travail et l'ensemble de la majorité se mobiliseront. Vous avez suivi que hier, nous nous sommes retrouvés avec la majorité présidentielle. Nous avons là confirmé la position que nous avons déjà développée au niveau du Parti congolais du travail. Il reste que et la majorité et le Parti congolais du travail se déterminent sur l'option qui est la leur. Vous avez suivi le président. Le président a bien dit que le débat actuel, il se focalise sur le changement au nom de la Constitution. Changement au nom de la Constitution. Ça veut dire qu'il y en a qui sont pour le changement de la Constitution. Il y en a qui sont contre le changement de la Constitution. Entre ces deux thèses, si l'on écarte celle de la révision, entre ces deux thèses, eh bien, la majorité doit se prononcer. Et comme le Parti congolais du travail, nous avons dit hier que cette prise de position, qu'il s'agisse de la majorité présidentielle, qu'il s'agisse du Parti congolais du travail, intervient sous peu. Et je crois que les choses devraient aller vite. Monsieur le secrétaire général, pour être direct avec vous, nous savons tous que le département américain, sinon la Maison-Blanche, est contre le changement de la Constitution. Alors, vous, en tant que secrétaire général du Parti congolais du travail, pensez-vous un seul instant que le président de la République peut-il arriver à décider sur le changement de la Constitution du 20 janvier 2002? Bon, j'ai déjà répondu à cette question sur RFI. Puisque nous savons quelle est la position des États-Unis d'Amérique, position de principe. Et vos amis de RFI m'avaient interrogé par rapport à la déclaration de John Kerry à Kinshasa. Je disais la chose suivante, que nous sommes une démocratie qui est en train de se construire. Et dans une démocratie, la dernière parole revient au peuple. Vous avez suivi le président de la République? Il n'a pas dit que c'est lui qui décide du changement de la Constitution. Il dit le peuple s'exprime. Et si c'est la volonté du peuple, il n'y a rien au-dessus du peuple. Il n'y a rien au-dessus du peuple. Donc, ce n'est pas tant la position des États-Unis ou d'autres puissances. C'est la volonté des citoyens congolais en fonction de l'appréciation qu'ils font de la situation du pays et de ce qu'ils ont comme ambition pour ce pays. Et nous avons toujours dit, on force la chose. Si la question est appréciée par rapport à un homme, il ne faut pas subjectiviser le débat. Et le président l'a dit avec brio. Il ne faut pas subjectiviser le débat. La question de la Constitution, ce n'est pas la question de Denis Sassou Nguesso. La question de la Constitution, c'est la question du Congo demain. Ses intérêts, la paix et sa construction. Monsieur le secrétaire général, vous parlez du peuple. Le peuple, y compris les militants du Parti congolais du travail, je crois demain, l'UPADES doit certainement animer un grand meeting à Dolisie. Certainement pour le débat à l'ordre du jour, ça sera cette constitution, la non-révision. Mais à quand? Parce que vous attendez trop. À quand vous allez quand même descendre sur le terrain, sensibiliser quand même vos populations pour que ce peuple ou les militants du PCT puissent se mettre aussi debout et soutenir peut-être ce changement? Bon, nous ne préjugeons pas du contenu du meeting de l'UPADES. Mais si l'UPADES s'exprimait pour dire non au changement de la Constitution, c'est la liberté que nous prônons.
Mais le PCT n'est pas tenu de suivre la voie de l'UPADES. Mais non, à quand? Je vous ai dit que le Parti congolais du travail s'exprime en instance. Et je vous ai dit que la majorité va se retrouver. Et à partir de cet instant-là, le PCT sera présent. La majorité sera présente derrière le président de la République, derrière le président du comité central, pour défendre la position qui est celle du parti, défendre la position qui est celle de la majorité présidentielle. Et cette position, je dis, elle est dictée par l'intérêt supérieur de la République. Monsieur le secrétaire général, en suivant le président de la République, quand il dit le débat en cours connaîtra forcément une suite par un référendum, subtilement on peut comprendre qu'il s'agit d'un choix. Est-ce que le choix du Parti congolais du travail, qui est toujours attendu, semble-t-il, une commission serait mise en place pour réfléchir? Le résultat, c'est parce que le président vient de nous donner subtilement, disons le peuple va trancher au référendum. Le PC n'a-t-il pas opté pour un changement constitutionnel? Mais je vous ai dit que ce que venait de dire le président, c'est ce que nous avons toujours dit. Le débat a lieu. Mais ce débat doit être tranché. Qui tranche? C'est le peuple. Par quelle voie? C'est par voie de référendum. Et donc, il s'agira de voir si le peuple congolais majoritairement s'incline pour le oui ou pour le non au changement de la Constitution. Et j'espère que vous avez suivi notre message le 25 juillet à l'occasion du 3e anniversaire du Congrès. Nous avons dit notre opposition ferme à toute dictature. Ceci pour dire quoi? Pour dire simplement que la majorité des Congolais prend ou prendra position pour une approche. Et si la majorité des Congolais prend position, si elle est en faveur du changement, et que quelqu'un dise, non, peu importe l'opinion majoritaire, à ce moment-là, il fait courir au pays le risque de la dictature. Parce que, eh bien, c'est une minorité qui veut, abstraction faite de la majorité, eh bien, imposer son opinion. Mais nous sommes en démocratie. C'est la majorité qui s'impose sur toutes les questions. C'est comme nous allons à l'élection présidentielle. Si demain nous allons à une élection présidentielle, ils sont 10, 20 ou 2 candidats. Il y a un candidat qui se dégage du lot, plébiscité par les citoyens. Donc il recueille le maximum d'électeurs, le maximum de suffrages. Mais naturellement, c'est celui-là qui est investi comme chef de l'État. Parce que la majeure partie des citoyens est derrière lui. On ne peut pas, dans ces conditions, accepter que celui qui a été battu, parce que n'a pas pu mobiliser derrière sa candidature le maximum d'électeurs, dise que c'est absolument lui, le président. Voilà comment nous avons, et pourquoi nous avons, à l'occasion du meeting marquant le 3e anniversaire de la tenue du congrès et de la fin du 6e congrès extraordinaire, stigmatiser la dictature que nous semblons voir venir. Parce que vous avez, bon, un groupe de citoyens
qui force d'imposer une opinion, mais qui réalise que la majeure partie ne suit pas et qui pense qu'absolument on doit s'aligner derrière une opposition minoritaire. Ce n'est pas ça la démocratie. Nous avons voulu de la démocratie, on l'a construit et nous devons la construire dans le respect des textes, dans le respect des principes. Et en sachant reconnaître que quand une majorité s'est exprimée, eh bien la majorité vaut d'être respectée. Monsieur le secrétaire général, alors, lorsque le président prend l'exemple de Angela Merkel en Allemagne et du Premier ministre de Luxembourg, que les pays qui ont changé leur constitution, alors n'est-il pas là un choix déjà porté vers le changement? Mais le président dit qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide. Et qu'au-dessus du peuple, il n'y a personne. Même pas de puissance extérieure. Il a pris des exemples. Ces exemples-là sont suffisamment illustratifs de ce que veut le peuple, c'est ce qui se fait en démocratie. Aujourd'hui au Congo, si les Congolais majoritairement estiment que le président Denis Sassou Nguesso, pour tout ce qu'il a fait, mérite leur confiance et donc mérite d'être reconduit. Mais c'est le peuple qui l'aura voulu. Et cette volonté du peuple, elle est insondable. Mais c'est le peuple qui est au centre. Et c'est ainsi que vous avez suivi le président dire. Ce n'est pas une volonté de puissance. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas son dictat. C'est la volonté du peuple. Si elle est là, il faut prendre acte. Merci, monsieur le secrétaire général, d'avoir accepté de répondre à nos préoccupations.